Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, le nouveau podcast sur l'écosystème XFIT. Aujourd'hui, on va parler de comment choisir le bon exercice de musculation. On est avec Olivier Bolliet. Bonjour Olivier. Bonjour Étienne. Bonjour, merci beaucoup de te joindre à nous. Olivier, tu es préparateur physique de haut niveau, docteur en sciences du sport. Tu es aussi formateur et auteur de 4 livres dans le domaine de l'activité physique. Tu as accompagné plus de 30 athlètes aux Jeux olympiques, dont 14 médaillés et dans 5 sports différents. Donc, tu as quand même roulé ta bosse là, déjà, comme on dit, en ce qui concerne l'activité physique. Oui, merci pour cette présentation. Effectivement, j'ai un petit peu roulé ma bosse. Oui. Superbe. Et aujourd'hui, donc, tu as effectivement voulu nous parler de comment choisir le bon exercice de musculation. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, en fait, c'est parti du postulat suivant. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on peut voir une multitude d'exercices sur Internet. Et le professionnel, l'étudiant, toute personne qui s'intéresse à la musculation peut se poser la question, mais qu'est-ce que je dois choisir comme exercice de musculation, finalement, devant la multitude des exercices produits? C'est pour ça que j'ai voulu que l'on parle ensemble de comment choisir le bon exercice de musculation dans une optique de préparation physique, c'est-à-dire de préparation et d'utilisation de la musculation pour un sport donné ou pour de la motricité de la vie de tous les jours. Superbe, superbe. Mais écoute, moi, personnellement, tout le monde le sait déjà, hein, c'est Étienne Dubois. Je ne suis pas professionnel de l'activité physique. Donc, assurément, je vais te laisser beaucoup de latitude dans la discussion aujourd'hui. Si je ressens des questions, quoi que ce soit, au pire, je pourrais te relancer juste pour être sûr de bien comprendre l'ensemble du sujet. Mais autrement, la scène est à toi et au contenu beaucoup plus métier qu'on offre aujourd'hui ensemble. Merci Etienne. Alors, quand on veut choisir le bon exercice de musculation, il faut se poser la question suivante. Est-ce que le mouvement, est-ce que le sport en question contient de très nombreux mouvements différents? Deux exemples. Prenons d'un côté un judoka et de l'autre côté une sauteuse en hauteur. Quand on veut choisir les bons exercices de musculation pour un judoka, il faut que ceux-ci soient très variés. Pourquoi il faut qu'ils soient variés? Parce qu'un judoka, il doit produire de la force debout, au sol, dans toutes les positions. Son adversaire, il n'est pas là pour lui faire plaisir, il va l'empêcher de réussir ses mouvements. Donc, choisir un mouvement de musculation pour un plan d'un judoka, ça implique une grande diversité de mouvements pour être prêt dans tous les angles, dans toutes les situations possibles. Et puis, de l'autre côté, tu as la sauteuse en hauteur, par exemple, où elle, son sport, c'est une répétition de mouvements reproductibles, toujours les mêmes. Il y a toujours le tapis de son hauteur, la barre de son hauteur, la piste en tartan est toujours en tartan. Il n'y a rien qui change vraiment. Donc tu vois, dans ce double exemple, en saut en hauteur, tu peux tout à fait considérer que tu as besoin d'une moins grande diversité de mouvements parce que le sport en lui-même n'a pas vraiment d'incertitude. Donc la première chose à considérer, plus le sport renferme une grande diversité de mouvements, comme le judo, plus des exercices en musculation doit être varié. Oui. Ensuite, la grande question qui taraude tous les coachs et les préparateurs physiques, c'est comment réaliser un bon transfert de force. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par transfert de force? On entend la notion de force utile, si je puis dire. En fait, nous, notre job, c'est d'utiliser des mouvements de musculation qui vont permettre une amélioration de la force dans le sport considéré. En fait, en préparation physique, on ne fait pas de la musculation pour le plaisir. Parfois, ça arrive, mais ce n'est pas systématiquement le cas. On fait de la musculation pour que les gains en musculation dans la salle se transfèrent, c'est ce qu'on appelle le transfert de force, se transfèrent dans le sport en question, quel qu'il soit. Donc, la grande problématique, c'est comment réaliser un bon transfert de force. Là, les conseils que je peux donner sont les suivants. Pour réaliser un bon transfert de force, il faut que la majorité des exercices que vous choisissez soient composés
de mouvements polyarticulaires, qui impliquent donc plusieurs articulations, réalisées sur une surface stable, pour pouvoir exprimer correctement son potentiel de force, avec des poids libres. Alors dans poids libres, on entend les haltères, les barres, les kettlebells, tout ce qui n'est pas guidé. Et puis, quand on peut, plutôt faire des mouvements debout, parce que la majorité des sports sont debout, plutôt que des mouvements assis. Par exemple, un développé vertical se fait mieux dans une logique de faire de force lorsque le fait debout plutôt que lorsqu'il est assis. Après, il y a des mouvements qui ne peuvent pas se faire debout. Par exemple, le développé couché, comme son nom l'indique, mais il se fait coucher. Mais là, on a bien compris la logique de fonctionnement. Donc le second point vraiment à avoir à l'esprit, c'est que pour avoir un bon transfert de force, il faut utiliser une majorité de mouvements polyarticulaires dont je viens de faire le descriptif. Ceci étant dit, ça nous amène au troisième point, c'est la règle des 70-30. La règle des 70-30 indique que certes, la majorité des mouvements doivent être des mouvements polyarticulaires, donc c'est 70% du travail à fournir, mais il ne faut pas omettre le tiers restant, c'est-à-dire il ne faut pas omettre l'important d'utiliser des mouvements monoarticulaires qui impliquent qu'une seule articulation, des mouvements sur machine guidée qui peuvent être tout à fait utiles, même des mouvements avec une instabilité relative. C'est ce que j'appelle la règle des 70-30. 70% de vos exercices de musculation doivent être des mouvements polyarticulaires sur surface stable et avec poids libre, mais il ne faut pas se priver des mouvements monoarticulaires sur machine guidée, par exemple, ou sur une relative instabilité. C'est la règle des 70-30, et avec cette règle-là, on obtient un petit peu le meilleur des deux mondes. Et puis, cette règle-là, juste pour information, elle correspond seulement à des sportifs de haut niveau ou s'il y a des sportifs moins de haut niveau, là, des sportifs, euh, par exemple, des plus jeunes à plus jeune âge ou aussi même monsieur, madame, tout le monde qui cherche à s'entraîner pour atteindre un objectif précis ou Non, les conseils que l'on donne aujourd'hui ensemble sont des conseils qui s'appliquent aux athlètes de haut niveau ou de moindre niveau et même à monsieur et madame tout le monde. En fait, ce qui est central dans notre discussion d'aujourd'hui, c'est de comprendre la chose suivante, c'est qu'on s'intéresse à la motricité. Comment améliorer la motricité, la vie de tous les jours ou le sport de compétition? Comment améliorer la motricité humaine pour que ce qu'on fait en musculation soit transférable sur le terrain. Et le terrain, ça peut être le terrain de la haute compétition ou le terrain de madame et monsieur tout le monde qui se promènent avec ses enfants dans la rue, quoi. Exact. Et donc, c'est vraiment d'étudier et de comprendre comment en salle on peut reproduire qu'est-ce qui, en fait, sur le terrain va arriver concrètement, là, au lieu de C'est faire ça. n'importe quoi. Je comprends. Désolé. Je t'en prie. Alors, cette règle-là, comme toute bonne règle, a une exception. En fait, l'exception dont je veux parler, c'est la notion de déséquilibre musculaire. Si tu arrives à identifier chez ton sportif, par exemple, un déséquilibre musculaire au niveau de l'épaule, j'ai par exemple un athlète là qui est en phase de qualification pour les Jeux de Tokyo en natation. C'est d'ailleurs la semaine prochaine qu'il va se qualifier aux Jeux Olympiques. Ceci étant dit, quand j'ai diagnostiqué les forces et les faiblesses de ce nageur-là, je me suis rendu compte qu'il avait une faiblesse dans l'épaule au niveau des rotateurs externes de l'épaule. Ces rotateurs externes étaient trop faibles par rapport à ces rotateurs internes. Donc j'ai isolé une faiblesse des rotateurs externes. Donc, à partir du moment où tu isoles un déséquilibre musculaire majeur, il faut casser la règle que je viens d'établir. Dans quel sens je veux dire casser? La règle de tout à l'heure, c'était 70% de mouvements polyarticulaires et 30% de mouvements monoarticulaires, pour simplifier. Eh bien, si tu as diagnostiqué, comme chez mon nageur, une faiblesse des rotateurs externes de l'épaule, eh bien, pour les rendre moins faibles, pour les rendre plus forts, ces rotateurs externes, tu vas être contraint d'utiliser une majorité de mouvements monoarticulaires. Donc, ça va casser la règle des 70-30 parce que c'est comme s'il y avait une urgence qui s'allume. Là, tu dois mettre en œuvre tous les moyens pour lutter contre le déséquilibre musculaire, même si, pour y arriver, tu dois casser la règle des 70-30.
Et une fois que le déséquilibre est comblé, on est retour à l'équilibre, on retourne à la règle principale ou le déséquilibre, on continue en permanence à... Non, quand tu as récupéré un bon équilibre musculaire, tu retombes sur le fonctionnement précédent. Parfait. Logique. Alors, ensuite, parlons de la notion de déspécialisation. Alors, quand on travaille avec des sportifs, plus ceux-ci progressent dans leur sport, plus la spécialisation des contenus devient importante. Ça, c'est une certitude. Ceci étant dit, cette règle-là, qui fait que plus on se spécialise, plus on progresse dans son sport, plus on spécialise, elle a une limite. La limite étant que parfois, la surspécialisation entraîne, comme son nom l'indique, des problèmes. Des problèmes liés, encore une fois, au déséquilibre musculaire. Donc, parfois, on est confronté à une déspécialisation qui va être utile aux sportifs. Je m'explique. Prenons l'exemple d'un coureur de 100 mètres en athlétisme. D'accord ? Regarde un coureur de 100 mètres, au moment où il pose le pied au sol, il a très peu de flexion de genou. Sa jambe est pratiquement tendue, il fait qu'un petit quart de squat, admettons. Alors, en observant ça, tu te dis, si lors du 100 mètres, j'ai qu'un petit quart de squat à faire au moment de la pause de la pluie, je ne vois pas pourquoi je ferais des demi-squats ou des squats complets. Donc, tu vois, d'un point de vue de la spécialisation, c'est juste. Par contre, au bout d'un moment, il y a surspécialisation. C'est-à-dire que l'athlète devient très efficient sur une angulation, mais ça crée des déséquilibres musculaires parce que l'organisme, il n'est pas fait pour supporter un tel niveau de spécialisation. Donc, à un moment donné, notre rôle, nous, c'est de déspécialiser pour tendre vers l'équilibre. À un moment donné, on peut se dire la chose suivante, pour limiter le risque de blessure et continuer à progresser, c'est pas parce qu'il y a un angle donné dans le sport qu'il faut tout le temps copier-coller cet angle-là. Et pour limiter les blessures, il est parfois très utile de déspécialiser, donc d'aller travailler sur des angles complètement différents de l'angle en question. Puis comment savoir le pourcentage de déspécialisation qu'on doit faire ou le moment où il est nécessaire d'en faire ou les muscles qui sont nécessaires de travailler malgré qu'ils ne sont pas le cœur. Par exemple, je pense à un sport qui serait juste les jambes, donc il faut que j'entraîne aussi le haut du corps ou non parce que ça ne créera pas de déséquilibre ou À un comment tu moment peux... donné, c'est intéressant la question sur le bas et le haut du corps. À un moment donné, on se rend compte de la chose suivante, que l'organisme, il apprécie moins à un certain niveau d'avoir, par exemple, un haut du corps très faible et un bas du corps très fort. À un moment donné, pour se protéger, l'organisme, il tend vers un relatif équilibre. C'est-à-dire que si le bas du corps est monstrueux et le haut du corps est tout chétif, à un moment donné, l'organisme va mettre une sorte de frein pour protéger le système. Et donc, pour éviter ça, il faut justement au moins limiter le déséquilibre. On a tous des exemples de sports où tu es très fort du bas et moins du haut, jusqu'à un certain point. Et ce point-là, comment on le connaît justement via l'expérience évidemment du coach, mais hormis ça, il y a plusieurs systèmes de testing qui te permettent d'identifier à quel moment certains groupes musculaires sont en retard par rapport à d'autres et surtout à quel moment ça va devenir un danger, si je puis dire. OK, fait que ça serait de faire des tests physiques, par exemple, des muscles antagonistes ou quelque chose comme ça, au excitant, qui me permet de voir un ratio de déséquilibre à un moment donné. C'est complètement ça, absolument. OK. Alors, maintenant, parlons d'un cas de figure sympathique où l'athlète, le sportif, est équilibré, c'est-à-dire qu'il n'a pas ou peu de déséquilibre entre les groupes musculaires. Donc, quand tu es dans ce cas-là, tu es déjà bien content, mais ceci étant, tu dois garder à l'esprit la chose suivante. Pour continuer à garder un certain équilibre, il faut toujours avoir à l'esprit le travail des antagonistes. En clair, une fois que le système est équilibré, tu peux te dire la chose suivante. Pour chaque série de musculation où tu pousses, il faut bien penser qu'à un moment donné, il va falloir faire dans le même plan un mouvement de tirage pour garder cet équilibre-là dans le temps. Donc le travail des antagonistes est important, même quand la notion d'équilibre, et je dirais même surtout quand la notion d'équilibre entre les structures est valide.
OK. Alors, quand tu choisis un exercice de musculation, il faut réfléchir aussi en termes de chaîne, la chaîne ouverte ou la chaîne fermée. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une chaîne ouverte et une chaîne fermée, prenons l'exemple des mouvements de musculation pour le dos, comme les tirages. Un mouvement de type tirage à la poulie haute, d'accord? Tout le monde voit ce que c'est très simple à voir ce que c'est. Un tirage à la poulie haute, la main est mobile et le corps est statique. C'est un mouvement en chaîne ouverte. Et pour le dos, tu as aussi les tractions. Les tractions, c'est l'inverse. La main est statique et le corps monte. C'est un mouvement en chaîne fermée. Donc, une fois que tu arrives à classifier tous les mouvements en chaîne ouverte ou chaîne fermée, tu peux après choisir des exercices, pas seulement dans une famille, mais aussi dans l'autre famille. Par exemple, pour le mouvement de poussée, les mouvements en chaîne ouverte où la main est libre sont les mouvements de type développé, avec halter ou avec barre. La main bouge au développé couché et le corps est statique. Puis de l'autre côté, tu as les pompes, les push-ups. C'est l'inverse. La main est statique, c'est le corps qui bouge. Et puis pour le membre inférieur, en chaîne fermée, tu as le pied ne bouge pas, c'est le corps qui se déplace. Et puis tu as la presse à cuisse, la presse oblique par exemple. Le pied est mobile et le corps est timide, c'est de la chaîne ouverte. Donc une fois que tu as compris cette classification-là, beaucoup plus de richesse dans la conception de tes plans d'entraînement, dans le choix de tes exercices de musculation. OK. Puis donc, il faudrait classer tous les exercices par chaîne ouverte ou chaîne fermée, en fait. Absolument, ça se fait assez vite. Hein. Et puis ça fait partie des compétences du préparateur physique. Mais oui, il faut arriver à savoir, et on le sait très bien, quels sont les exercices en chaîne ouverte et quels sont les exercices en chaîne fermée. OK. De la même façon, il y a une classification qui est moins connue que celle-ci. Ce sont les exercices à forte contrainte d'étirement versus les exercices à forte contrainte de contraction. Alors, prenons un exemple simple pour illustrer ça. Le développé couché, hein, tout le monde connaît. C'est un exercice à forte contrainte d'étirement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le maximum d'effort à produire par le sportif se fait quand le muscle est étiré, est plutôt étiré. C'est très simple à imaginer. Quand on est en bas du développé couché, quand la barre touche la poitrine et qu'il faut remonter, le grand pectoral, par exemple, est très étiré. C'est là où il faut fournir le maximum d'effort. La contrainte est en une contrainte d'étirement. Donc, c'est un exercice à forte contrainte d'étirement. Puis, d'un autre côté, tu as, par exemple, le tirage à la poulie basse. Tirage à la poulie basse, c'est un exercice à forte contrainte de contraction. Le maximum de l'effort à fournir n'a pas lieu quand le muscle est étiré, mais plutôt quand le muscle est dans sa phase proche de la fin de la contraction. Alors là encore, il faut connaître son anatomie, sa biomécanique, pour savoir quels sont les exercices à forte contrainte d'étirement versus à forte contrainte de contraction, pour ne pas toujours aller dans le sens et pour ne pas, là encore, surspécialiser dans un pattern le sportif ou le client que tu as entraîné. Le point suivant, il concerne plus les étudiants en formation ou les jeunes professionnels. La science, de mon point de vue, qui est la plus utile à notre métier, c'est pas que les autres ne le sont pas, mais s'il faut les classer et la classer médaille d'or, la plus importante des sciences, pour moi, c'est l'anatomie fonctionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle te permet de choisir les exercices, pas seulement par rapport à une culture, par rapport à des dogmes, mais par rapport aux différentes fonctions anatomiques. Prenons l'exemple des ischio-jambiers. Vous le dites comme ça au Québec, ischio-jambier? Oui, exact. D'accord. Les ischio-jambiers, si on a une connaissance de l'anatomie fonctionnelle trop faible, on croit que les ischio-jambiers sont seulement fléchisseurs du genou. Et on va faire à nos sportifs que du leg curl, de la machine à ischio, où on fait des flexions de genoux. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste qu'une connaissance plus poussée de l'anatomie fonctionnelle va t'amener à la chose suivante. Certes, les ischios sont fléchisseurs du genou, mais ils sont aussi extenseurs de hanches accessoires. Donc, ça veut dire que pour développer les ischio-jambiers dans leurs deux fonctions, il faut faire à la fois des leg curls, mais aussi des Romanian deadlift, des good morning, des relevés de buste. Il faut travailler en fait les muscles sous leurs différentes fonctions. Et
c'est l'anatomie fonctionnelle qui te permet cette connaissance et des résultats à la fois plus rapides et plus sécures pour tes clients. Et donc, quelle est la différence concrètement que tu feras entre l'anatomie tout court et l'anatomie fonctionnelle? C'est juste donc le mouvement dans le quotidien? L'anatomie standard, on va dire l'anatomie de base, c'est l'anatomie faite sur une personne qui se tient, tu sais, debout, les paumes ouvertes vers toi. Et en fait, dans ce cas-là, on regarde l'origine et la terminaison des muscles et on a une analyse de base qui est très bonne, mais qui ne rend pas compte forcément des différents plans de mouvement. Et l'anatomie fonctionnelle, c'est l'anatomie pour le mouvement ou dans le mouvement, où là, on étudie l'anatomie, pas seulement sur un postulat statique, mais en déplacement et dans les différents. Excuse-moi, Et tu es encore. finalement, tout ça va nous amener au thème suivant, qui est la proportion qu'ont certains collègues à faire du copier-coller d'une manière excessive. Qu'est-ce que j'entends le copier-coller? Copier-coller, c'est le fameux CTRL-C sur les ordinateurs pour le copier et le CTRL-V pour le coller. Alors, j'ai voulu prendre cette analogie. Pourquoi? Prenons l'exemple suivant. On doit entraîner, on doit préparer physiquement un tennisman. Et puis, on se rend compte que son coup droit en tennis est faible. Alors, si on a une logique de copier-coller, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, tiens, il est faible en coup droit. En musculation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire à la poulie ajustable, il va prendre le bout de la poulie ajustable et puis il va faire des coups droits en salle de musculation, lestés sur cette poulie. Ça semble être une bonne idée. Comme ça, de l'extérieur, on se dit, il manque de coup droit. On va faire une sorte de copier-coller du coup droit en salle de musculation. Mais ce n'est pas une bonne idée. C'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, tu vas faire deux choses qui sont préjudiciables. Tu vas modifier l'apprentissage fin du coup droit. Pourquoi? Parce que le coup droit, pour être efficace, il doit se faire en situation de jeu réel avec une raquette, une balle et tous les paramètres liés au coup droit. Si tu fais un faux coup droit qui ressemble à un coup droit de l'extérieur, mais les vitesses ne sont pas les mêmes, les coordinations ne sont pas les mêmes, tu risques surtout de faire la chose suivante, de désentraîner le coup droit. Donc c'est la première conséquence, une sorte de désapprentissage correct du coup droit. L'autre problème, c'est que tu vas continuer en faisant ça à cultiver des déséquilibres musculaires. Tu vas continuer à spécialiser, puis à surspécialiser le sportif, et donc augmenter drastiquement son risque de blessure, et puis même le limiter dans sa progression. Donc le deuxième point préjudiciable, c'est continuer à surspécialiser le sportif en faisant un copier-coller. Puis si justement on reprend ton joueur de tennis, donc si je veux l'améliorer avec son coup droit, ce que je comprends, c'est que je peux rien faire en salle, en fait. Il faut absolument que ce soit sur terrain. Ou... Ben si, puisque nous, en fait, pour que ça fonctionne, il faut développer des grandes fonctions musculaires, mais ces grandes fonctions musculaires, si elles sont développées en parallèle de son jeu en tennis, le transfert va se faire, mais sans les inconvénients liés à la surspécialisation. Donc, tu Donc, vois, il faut que j'essaie d'un de côté, copier le mouvement parfaitement, en fait. C'est ce que je comprends. Je n'essaie pas de copier le mouvement identique au tennis. Je non, développe plutôt la grande fonction qui est incluse dans le mouvement du coup droit. Là. c'est exactement ça. Et le transfert se fera, mais à la condition importante qui est la suivante. Pour que le transfert se fasse, il ne faut pas se dire, tiens, pendant un an, je vais faire que de la musculation, et puis après, je vais refaire du tennis. Non, il faut toujours que les deux aillent de pair, au moins la plus grande partie de la saison. Il faut que les deux aillent de pair pour que le transfert se fasse. Si on fait qu'un bloc de l'un, puis qu'un bloc de l'autre, là, on limite les risques, on limite les chances d'avoir un bon transfert. Mais si les choses se font en parallèle, une séance un jour de musculation, une séance l'autre jour de tennis, tout va bien se passer si on suit les grandes idées que j'ai développées. Et le transfert va très bien se faire entre la musculation et le sport en question. Et là, moi, je ne suis pas un professionnel, fait que peut-être mes questions, des fois, sont
sont étranges. Mais moi, ce que je comprends, grosso modo, de tout ce qu'on est en train de parler, c'est qu'il faut que je comprenne le mouvement qui a lieu dans le sport le sport ou l'activité que mon client ou que mon athlète veut faire au quotidien. Mais d'un autre côté, il faut aussi que je sache quand ne pas faire exactement le même mouvement et reculer sur une fonction de plus haut niveau. Donc là, ce que ça me fait dire, moi, personnellement, c'est donc qu'il faut que j'ai une compréhension, en fait, du sport ou de l'activité, comme je dis, que mon client veut faire. Donc, il faut que j'ai une compréhension de tout ça. Si demain matin, j'ai un client en tennis ou en ringuette ou en hockey, comment est-ce que je peux me documenter sur le sport ou comment je peux justement savoir ces grands groupes musculaires que je dois travailler? Alors, il existe plusieurs moyens. Le premier, c'est la pratique du sport en question qui te fait ressentir les actions. Après, tu as aussi les études scientifiques qui vont te décortiquer les sports et te permettre de te rendre compte quels sont les grands attributs de ce sport-là. Et puis, tu as aussi, peut-être le plus important, la discussion avec à la fois l'athlète, l'entraîneur et même le staff médical qui va te permettre, toi, d'avoir une compréhension accélérée de la discipline plutôt que de l'étudier d'une manière, comment dire, théorique de ton côté. Si toi, tu as ton analyse plus celle du staff médical, plus celle de l'athlète, plus celle de l'entraîneur, tu as très rapidement une multitude d'informations qui vont te permettre de la bonne compréhension de ce sport. Et comme toi, tu maîtrises de l'autre côté les concepts liés au renforcement musculaire, eh ben, tu peux faire se rencontrer les deux rapidement. Je comprends, mais c'est un point important et intéressant. Le premier point, c'est parce que même en amont de questionner, comme tu l'as mentionné, l'équipe médicale et le coach et l'athlète, tu mentionnes en fait de faire le sport soi-même. Si tu peux, ça n'enlève rien à la pratique. Moi, pour être tout à fait honnête, personnellement, à très haut niveau, je ne pratique pas les sports que j'entraîne, enfin que je prépare, pour la bonne et Oui, simple raison que, par exemple, tu vois, je suis avec l'équipe nationale de snowboard cross. Alors, autant te dire que déjà, quand je skie, c'est pas très joli à voir, mais si je me mettais à faire du snowboard, il me faudrait des mois pour arriver à faire quelque chose de correct. Et je serais toujours à une année-lumière de ce que font mes sportifs. Donc, ce que je dis, c'est valable dans les cas de figure où la pratique ne va pas t'amener à l'hôpital comme ça serait le cas si je me mettais à faire du snowboard. Donc, oui, c'est OK. valable quand c'est encore possible d'un point de vue sécuritaire et puis quand il n'y a pas un décalage entre ta pratique et la pratique de tes sportifs qui est finalement à une année-lumière et toi, ça ne t'apportera rien. Et d'une manière générale, quand tu peux le faire, ce n'est pas une mauvaise chose. De toute façon, s'ils veulent pousser plus loin, je sais que tu as une infolette où est-ce que tu partages, même moi je suis inscrit, là, tu partages du contenu métier, du contenu vraiment préparateur physique, hyper intéressant. Et si les gens veulent pousser plus loin par-dessus ton infolette, dont le lien d'inscription là, va être dans la description, s'ils veulent pousser plus loin, est-ce que tes livres, justement, sont disponibles? As-tu un site web? Comment est-ce qu'on peut pousser plus loin cette discussion-là sur les bons exercices? Ouais, en plus de l'infolettre qui paraît tous les mardis matins, où je traite d'un sujet en particulier, vous pouvez retrouver une partie d'informations que j'ai traitées aujourd'hui dans mes livres, qui sont disponibles chez les grands distributeurs. Et puis, je produis régulièrement des séminaires en ligne, dont le prochain va avoir lieu pour Noël. Et c'est Oui, aussi pour ça que les outils comme XFIT sont aussi précieux parce qu'ils nous permettent de garder le contact un petit peu à 360 degrés avec nos sportifs. On peut à la fois discuter avec eux sur le chat, avoir des feedbacks, des retours de formation directs sur ce qu'ils font. Tout ça pour dire que le monde a évolué et maintenant, grâce et parfois à cause des réseaux sociaux et d'Internet, on a la possibilité de suivre nos sportifs sans être derrière leur basket du lundi au dimanche. oui. Clairement, effectivement, c'est toute la beauté de ce qui a changé et qui permet pour moi de faire un suivi de plus grande qualité que ce qui n'a jamais été possible de faire avec l'accès aux données
il y a une mine d'or d'informations, là, assurément. Et on a souvent, effectivement, traité de ce sujet-là, même, je crois, toi, là, dans une vidéo qu'on a repartagée. De toute façon, si les gens souhaitent poursuivre cette discussion-là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Notre page Facebook est une page où est-ce qu'on publie justement le contenu, donc beaucoup de contenu de Olivier ou de d'autres professionnels dans d'autres champs d'expertise. Donc, comme ça, on couvre plein de choses, hein, autant les objectifs, le côté plus affaires, business, la santé, l'activité physique, la préparation. Donc, n'hésitez pas là, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Autrement, ben, vous nous écoutiez aujourd'hui là, sur notre nouvelle chaîne de podcast qui est disponible un peu partout. Donc, on est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast et même sur Deezer. Donc, n'hésitez pas là, à vous abonner, à cliquer sur suivre. Et puis, Olivier, moi, j'aurais une dernière question pour toi avant qu'on se laisse. Est-ce que tes livres sont disponibles au Québec? Oui, notre éditeur, Fort Trainer, distribue au Québec, absolument, oui. Superbe. Donc, au moins, tout le monde pourra les acheter là, au besoin s'ils veulent pousser plus loin. Peut-être même, donc, s'il est déjà distribué, peut-être même que plusieurs le possèdent et l'ont déjà lu. Merci beaucoup, Olivier, de t'être joint à nous pour parler de ce sujet-là. Je suis certain que c'est un sujet qui a intéressé beaucoup de monde, puis qui va intéresser beaucoup de monde. Et si les gens veulent pousser plus loin, comme on a dit, ils peuvent nous écrire sur notre page. On pourra même, au pire, te les rediriger là, au besoin pour que vous puissiez avoir des discussions là, toujours plus intéressantes. Et de toute façon, on va se revoir parce qu'on va assurément refaire des podcasts métiers comme on vient de faire aujourd'hui ensemble. Fait que, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui, Olivier. Merci à toi, Etienne. À très bientôt. Et à bientôt. Bye bye.